Hello. Salut. Pascal, t'es remplacé. Ok. Salut, j'en ai par Genève, un top 6 8001. Facile de prendre un. Donc 310 lui, Top 6 8001. 310, et puis la zone qui est active. Ouais, je lui ai dit qu'il serait rerouté par Paris tout à l'heure. Ouais, ok, d'accord. Merci. Nickel. Parfait. Top 68001, climb flat level 280. Top 68001, call now Paris on 132 decimal 380. Bonne journée. Notre travail, c'est de séparer verticalement et horizontalement les avions. Donc le but, évidemment, c'est d'éviter que deux avions ne se rapprochent trop en fait au moment d'un croisement. Au niveau horizontal, pour nous, c'est 5 nautiques, ce qui correspond plus ou moins à 8 km. Ce qui peut paraître beaucoup, mais qui est rien vu la vitesse à laquelle évoluent les avions. Au niveau vertical, on a 1000 pieds de séparation, ce qui correspond à 300 mètres vertical. Easy 1X Lima, call now Paris on 132 decimal 380. Bonne journée. Oh, lui, il a un beau vol dans les jambes. Hein. Canada. Bonjour, Canada est 30, identify, cleared Lusa 1 Romeo flat level 230, maintain your speed. Paris 132 decimal 380, bonne journée. Dans les secteurs dans lesquels je travaille, on a justement pour chaque avion une petite fiche de contrôle en papier. Et puis avec ça, je fais une analyse et je sais qu'il va avoir ou pas une action à faire à ce niveau-là. Tourner un avion, plus pour le passer derrière l'autre, ou si je peux simplement le laisser aller. Météo Suisse, Thomasini, bonjour. Ouais, en vol pour donc Genève-Lézignan, d'accord. Alors, donc dans la situation générale, donc on est des conditions de l'anticyclone, le gros du vol est bon, il y a juste la vallée du Rhône, vers la Méditerranée, il y a des entrées maritimes et des phénomènes de basse couche. Oui, oui, Donc, ça c'est bien, mais c'est tellement sec. quelque chose qui est faisable. Peut-être là, il y a peut-être un petit peu de brouillard, même qui remonte plus haut, en fait. Dans la vallée du Rhône. Ouais. Parce qu'il y a déjà du vent du sud, en fait, sur la Méditerranée. Hier, il y avait déjà des entrées d'air un peu plus humides, mais ça ne montait pas très haut. En prévision, en général, il y a des paramètres qui se prévoient mieux que d'autres. Par exemple, les modèles sont très bons à prévoir des évolutions de température. Même sur des échéances lointaines à 10 jours, par exemple, faire la prévision d'une canicule. Je ne dis pas que c'est facile, mais on ne va pas rater une canicule qui dure pendant des jours. Il y a des paramètres qui sont beaucoup plus difficiles à prévoir. Et le paramètre le plus difficile, ce sont les précipitations. C'est le paramètre pour lequel on fait beaucoup plus attention. Dans ce que donne le modèle, on est beaucoup plus critique. Et là, l'expérience, elle est extrêmement importante pour valider ce que le modèle donne ou pas.
Il y a deux types de modèles. Il y a un modèle local et puis un modèle qu'on appelle le modèle européen, qui est un modèle global. Le modèle local, il va s'arrêter après 48 heures, tandis que le modèle européen, bien sûr, il verra moins de détails. Il fait de la prévision jusqu'à 10 jours à peu près. On reçoit beaucoup d'informations en fait à travers les modèles et on reçoit des informations qui sont parfois un petit peu contradictoires où par exemple un modèle peut nous donner beaucoup de précipitations, un autre pas du tout. Ce qui va nous aider à choisir quelle est l'information la plus importante, c'est vraiment notre expérience. C'est aussi de discuter avec les collègues, hein, de dire voilà, il y a ça qui se passe, est-ce que peut-être il pourrait se passer ça, est-ce que toi tu as déjà vu ça, ce genre de choses. Pour dimanche, tu laisses le généralement 5 ou tu déclares quand même Je vais mettre quelques gouttes possibles. Ouais, d'accord. Tu sors le Valais. Pas en Valais. Ouais, donc juste pour le sec en Valais. Pour le nord, au nord des Alpes, quoi. Au nord des Alpes, ouais. Possible ou pas exclu? Possible. Possible. Soyez optimiste. Attention, message de la police. Un véhicule est en panne dans le tunnel. Veuillez respecter la signalisation lumineuse et conduire prudemment. Je t'écoute. Ouais. 367. Les caméras détectent pas tout forcément sur l'autoroute, donc on est obligé de faire ce qu'on appelle un balayage caméra. On regarde tout le système informatique. Quand on arrive au travail ou même pendant la journée, on regarde caméra par caméra. Peut-être une caméra qui est mal tournée, une qui ne fonctionne pas peut-être. Ça donne l'occasion de faire un tour complet du système et de voir effectivement s'il n'y a pas un incident qui n'a pas pu être détecté par le service caméra. Je rappelle la brigade. Merci, terminé. Ça monte jusqu'à canal 6. Hein. Alors par exemple, si on a des véhicules arrêtés, à partir du moment où c'est sur une voie de circulation, il y a urgence. Ça déclenche une alarme. À ce moment-là, on va regarder sur caméra. C'est nos deuxièmes paires d'yeux, hein, on peut dire. Hein. Et c'est important, suivant les situations, d'avoir en visu. Quand on a des caméras, c'est parfait, on regarde par caméra. Et puis, il y a des endroits, malheureusement, on n'en a pas. Alors, à ce moment-là, on fait en fermeture de voie. Par précaution, on ne sait jamais. Et on envoie une patrouille. À ce moment-là, la patrouille nous avise exactement de ce qui se passe sur place. Si on doit envoyer des secours, si, en principe, on essaie toujours de garder les automobilistes qui nous appellent ou comme ça pour avoir des renseignements plus précis de la situation. Toi, tu peux faire ces 3 manœuvres-là dans le 125 kV, puis moi, je fais le 220. D'accord, ouais. Ok. Pas de problème. Parfait. Oui, bonjour, Bertou du CG Lausanne. Je vous appelle pour les 2 lignes Chamoison-Chandeline 1 et 2. On doit les mettre à terre. Voilà, exactement, ouais. Non, pas de condamnation de source. Ouais, d'accord. Vous me rappelez dès que vous êtes prêts. D'accord, alors à tout de suite, merci. Tous les gens ont employé de l'électricité, mais personne ne comprend exactement ce qu'est l'électricité, comment ça fonctionne. Alors c'est vrai que c'est des métiers que c'est pas évident à expliquer ce qu'on fait. Oui, Schneider Alpica Lausanne, bonjour. Je vous appelle pour vous avertir qu'on va faire des permutations de jeu de barre à Fortaille aujourd'hui. L'outil qui nous sert le plus ici, c'est le téléphone. Si notre système de conduite venait à tomber en panne, on a toujours des schémas papier et on peut envoyer des gens au point stratégique. Si on n'a plus de téléphone, on ne fait presque plus rien. Oui. D'accord, les condamnations des sources. Pas de problème alors.
Okay, ladies and gentlemen, welcome. The first point will be a call to the field to talk with our team leader on the ground to get an update on the situation. Thomas, would you be so kind to connect to the field? Hello, Sally. Hello, yes, hi. Everybody doing well in Padang? Yeah, not too bad. It's a bit rough at the moment. We're sleeping out in the open, and we. In order to establish a meaningful coordination, and it is the mandate of our organization, the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, it is important to understand all the actors that are involved. And this starts with the government of the affected country, and not only the central government, but also the organizations that typically would get involved in this country in an emergency. And if we try to find this out in the emergency, it is very difficult. So we have to actually do a lot of preparedness to identify the partners beforehand and establish these procedures so that in the event of a disaster, we get the information, we know who are the actors, what are they planning to do, so we can start synchronizing and coordinating. The alert happens within minutes after the earthquake has taken place, and we get it then a minute later, and we do react immediately. So within an hour we have a fully established picture of the potential impact in country X. But of course, if it's a big earthquake, then it can take longer, because then the telephone lines may be down, and then we will be waiting for additional information, maybe from satellite imagery or from neighboring countries. Sally, do you have any indication whether you think that after the withdrawal of the UNDAC team that there will be a need for sort of a longer-term extended Dutch suppression in Padang? It's a fairly major disaster. The government is going to need assistance with the recovery phase, and I think it would be good to think about at least some sort of 6-week surge capacity. But again, of course, the emergency is always unpredictable. You never know when you come to a new country that has been affected by an emergency what the situation will be and how the population will react to the new situation or the change situation that they're in. I think what I try to do is at least to establish some routines in the approach to my work, to know first you do A and then B and then C, so it doesn't become completely chaotic. L'USAR, l'IRCO, Daniel qui fait la transition, faites level 2, 3, 0, report your indicator of speed. Ok, merci. Je dirais la plupart du temps, il y a une certaine routine, mais quand même toujours des imprévus sans que ce soit pour autant grave, dans le sens que les situations se répètent au fil de la journée, au fil des semaines, mais on a tout le temps des paramètres qui varient. On va avoir un vent qui sera différent, une météo qui sera différente au niveau des températures, donc ça va influencer aussi notre travail. Vu que ça va influencer les performances des avions, ça va influencer notre travail. Donc il y a plein de facteurs qui sont sans arrêt en train d'évoluer. J'ai vécu entre autres une situation où à haute altitude, on avait un avion en croisière à destination de l'Allemagne, et puis tout d'un coup le cockpit annonce une urgence, il avait son pare-brise qui était en train de se fissurer. Donc différentes couches de pare-brise qui s'enlèvent, et là le pilote en fait a réagi. Et quelques secondes après, alors même que je ne l'avais pas autorisé à descendre, il a dû faire une descente d'urgence. Là, c'est un grand stress. Moi, j'ai dû simplement crier dans la salle de contrôle, descente d'urgence. Et le pilote descend et on regarde simplement, enfin, on ne peut pas faire grand-chose. Tourner certains avions qui sont autour, mais c'est le pilote qui fait ça en fait. Et là, c'est vrai qu'on a un niveau de stress tout d'un coup qui est énorme. Et puis ça se passe en quelques secondes, mais là, le stress monte, je dirais, au maximum, et puis ça redescend après. Air France 5842, bonjour, squawk 5707. Yes, hello. The departure from Genoa. En situation normale, en général, pour séparer deux avions, on a une planification qui est 10 ou 15 minutes en avance, dans les secteurs supérieurs, donc vraiment avec des avions qui sont en vol croisière. Si par hasard, justement, on a un peu raté notre planification et qu'on se retrouve à 5 minutes, bon bah voilà, et qu'on se rend compte du problème un peu tard, on
on a quelques secondes pour prendre la décision, et là, il faut prendre la bonne pour s'assurer de séparer les deux avions. Donc ça se joue, c'est vraiment la prise de décision, il ne faut pas hésiter. Et après, au niveau du système technique, on a des outils d'aide en fait au contrôle aérien, mais c'est vraiment pour nous aider ou pour vérifier. C'est-à-dire qu'à la base, c'est quand même nous qui mesurons vraiment nos croisements, qui voyons et analysons nos problèmes, qui trouvons notre solution. Une fois que tout ça est mis en place, là, on a des petits outils qui nous permettent de vérifier que tout se passe bien. Ça sert à rien de faire les choses vite, sans réfléchir, en ayant des automatismes, puis en se disant « Ah bah voilà, il y a une ligne qui déclenche, on renclenche la ligne sans faire une réflexion derrière. » Derrière, il y a souvent des gens qui travaillent, il y a du matériel, ça coûte vite cher, et puis en dernier recours, c'est vrai que nous on n'a pas de consommateurs, mais nos clients ont des consommateurs. Parce que là, si on casse le matériel, c'est pas 1 heure ou 20 minutes. Ça peut être des mois en n'ayant plus la ligne. Donc, de faire cette analyse est très, très important. Je vous appelle pour les 2 ordres de manœuvre, 092 et 127. Donc les 2 lignes sur service à terre sont condamnées. Et si vous voulez, vous pouvez prendre les chantiers. Aujourd'hui, bon, il n'y a plus tellement de vent en fait. Il y en a un peu plus hier. L'anticyclone, il migre, en fait, il est sur nous maintenant, il migre vers le nord, puis il y a juste un peu d'humidité qui s'infiltre sur le flanc sud de cet anticyclone. Le courant d'ouest, il ne rentre pas encore. Quoi. Ouais. On peut juste voir peut-être sur le sondage. Ça commence à devenir un peu plus nuageux, le signal il est un petit peu plus fort. Et puis les températures, elles restent quand même relativement printanières. C'est pas vraiment des températures d'hiver. Il y a un peu moins d'amplitude, parce qu'il y a de la nébulosité. Chaque fois qu'on se remet une situation, chaque fois qu'on change de tour, on discute. Et puis s'il y a quelque chose d'important, on parle de cette chose importante. On dit, voilà, ça il faudrait suivre, ou ça, peut-être ça va pas se réaliser. Il y a peut-être des personnes qui ont plus de doutes, et d'autres personnes qui vont dire, ouais, mais moi je crois quand même qu'il faudrait faire quelque chose. Et puis petit à petit, il y a finalement une idée générale qui va se dégager. On va dire, voilà, ça, effectivement, on y croit, on se dit que, oui, il va falloir faire un avertissement pour cet événement qui arrive. J'ai eu un cas il n'y a pas très très longtemps. Et moi, j'étais en service de nuit. J'ai eu un premier téléphone de pompiers qui me disent qu'ils ont beaucoup de dégâts dans le Chablais, et puis que jusqu'à quand ça va continuer. Et puis, j'avais des relativement mauvaises informations en fait sur mon écran, parce qu'on a un système qui déclenche des alarmes, et puis il les déclenchait de façon assez bizarre. Et je commençais à me poser des questions, à me dire d'abord j'ai dit au pompier, oui mais ça va, il souffle à 80 km, puis il me dit non, je crois qu'il souffle beaucoup plus fort. Et puis en fait après, en rediscutant, je lui ai dit vous pouvez estimer d'après les dégâts. Il m'a dit je pense qu'il souffle à 120 km/h. Il a fallu s'arrêter puis écouter ce que les gens avaient à dire. Pas simplement dire, moi je sais, il fait telle vitesse. J'ai pu regarder sur le modèle, essayer de recaler en fait ma prévision en fonction de ce que je savais sur le modèle, en me disant, voilà, le modèle il met ça, mais en fait c'est plus fort. Et puis essayer d'estimer en fait jusqu'à quel moment ça allait continuer à souffler comme ça. Après les téléphones que j'ai eus à la suite, il y a pas mal de gens qui ont appelé, parce qu'il y avait vraiment des dégâts importants en fait, qui ont appelé. Puis j'ai pu leur dire, oui effectivement, alors il souffle très fort, c'est une tempête de feu. Très bien, bonne journée, au revoir. Il y en a qui vont être en retard à la maison. Il y en a qui vont être en retard pour la soupe. Écoute, j'ai des bouchons depuis la L6 jusque chez toi. Il y a un truc de prévu à la douane? Vous faites un contrôle? Donc on a averti via Suisse du bouchon depuis la L6 jusqu'à Bardonnay. J'ai appelé Bardonnay.
Ils n'ont rien, eux, comme barrage. Il ne faut pas trop compter sur les caméras, mais on travaille beaucoup avec quand même. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de l'œil humain aussi qui fait quelque chose. À force de regarder le système, de connaître même les angles des caméras, on voit celles qui ont bougé par un coup de vent ou des choses comme ça. Et la circulation, si elle se ralentit comme maintenant près de Vernier, si on a la caméra avant, on se dit tiens, il y a quelque chose qui se passe dans le tunnel. C'est un signe d'alerte pour aller voir plus loin avant que l'alarme peut-être se déclenche. Parce qu'à force de voir les voitures arriver rapidement l'une derrière les autres, on va bien penser que ça va taper. Donc on est déjà en train de mettre un régime de circulation parce qu'on perçoit plus rapidement des fois que la caméra. Il y a des choses que les caméras ne vont pas voir parce que ça bouge. Les caméras détectent que les choses qui ne bougent pas. Donc l'œil humain va détecter peut-être un piéton ou un cycliste qui est dangereux sur l'autoroute, mais que la caméra, vu que ça bouge, donc il faut quand même être attentif. Il ne faut pas compter que sur les alarmes en se disant « Oh, j'ai un système non, mais c'est un bon outil, oui. Sans ces caméras, on ne ferait pas grand-chose non plus, on serait plus qu'aveugle. C'est important justement de travailler régulièrement avec la même personne. Comme ça, on se répartit mieux le travail. Et ça aide beaucoup pour le stress, en fait. Parce qu'on sait que lui va faire ça, pendant que nous, on fera ça, et on sait qu'on ne va rien oublier. Parce que c'est ça, souvent, dans ce style de situation, nos craintes, c'est d'oublier quelque chose et que ça ait des grosses conséquences, parce que ça peut avoir très vite de très grosses conséquences. 29 06 69, tu m'as dit? Chanex déjà. Top suite 7464, control faites level 160. C'est bon? Chanex 285, report your speed to arrival 136250. Bonne journée. Ok. Air Canada 830, on me donne plus bas, on fait avec Easy 85 60. Même si je suis en train de parler sur la fréquence, etc., j'écoute aussi ce qui se passe à côté, ce que mon coordinateur fait. Il y a peut-être même aussi une situation où quelqu'un fera une coordination avec moi de vive voix, donc je ne peux pas simplement être concentré sur mon écran radar et puis me fermer à tout le reste en me disant c'est là que je dois avoir ma concentration. Je dois faire mon job, être concentré sur l'écran, mais aussi écouter ce qui se passe. Je peux aussi anticiper certaines choses si j'entends ce qui est coordonné par mon coordinateur, en fonction de ce que je l'entends répondre au téléphone, je sais et je peux anticiper certaines choses. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment, je dirais, c'est primordial. Ça fait vraiment partie du job. You mentioned that the communications facilities are badly functioning. Does that mean that you, the OCHA staff, you are not capable of using it correctly, or are there technical problems? What's happening at the moment, Tor, is that TSF have got virtually the only people who've managed to get something operational, so everybody's going to them, so they're pretty much overwhelmed. So could I ask you to send by email your exact requirements, and by tomorrow we'll see if we can fulfill them? Yeah, we'll do our best if we can get the email up and running. One major change we're seeing in the way of handling disasters is the development in technology. 10 years ago, if we could get some information from a disaster-affected country within days, we were happy and we would get small written reports. Today, we can first of all get live imagery, we can get satellite information, but I think what we still have to come to grip with is the fact that the social media will change the way that people outside of the affected area will react and support. Disaster victims very often have access to mobile phones or internet and can communicate. So it's no longer the humanitarian organizations or the governments that are the only voices of the affected population, it's actually the population itself. So just to recap, we will follow up with OCHA Jakarta to make some feedback loop here and try to ensure that they link up with you. We will have a meeting now with the New York task force later on in the afternoon, and we will share the handover note we sent with them to you as well. My role as coordinator of the international humanitarian response, it's true that I don't have the personal touch or interaction with the victims of the emergency. Where I maybe have to take very difficult decisions about stopping the search and rescue phase and thereby declaring everybody who hasn't been found for death,
or setting priorities where you're helping village X to village Y, I have a distance, and I think you need to have a distance. Moi, je me fais souvent beaucoup de soucis pour les gens, pour être sûr que c'était juste. Surtout si c'est des situations qui sont difficiles, ils attendent que ça s'arrête. On a un petit peu l'impression d'être avec eux, de veiller sur eux, d'être là pour eux, en fait. Souvent, les gens, quand ils téléphonent, la police, des fois, quand ils téléphonent la nuit, excusez-moi de vous déranger. Et moi, je dis chaque fois, mais je suis là pour ça. Au niveau rapport avec les passagers, nous étant dans un centre de contrôle, on a moins de rapports que quelqu'un qui serait dans la tour, qui visuellement peut les voir embarquer dans l'avion. C'est vrai que nous, on est un peu là dans notre salle, entre quatre murs, entre guillemets. Donc c'est vrai qu'on ne les voit pas. Après, au niveau de notre écran radar, les avions sont matérialisés par des losanges verts. Donc pareil, on n'a pas le nombre de passagers dans les avions, on ne le connaît pas. Évidemment, on sait que derrière ce losange vert, il y a des équipages, il y a des passagers. On sait qu'ils sont là, c'est pas un jeu vidéo dans l'idée. Donc on sait qu'ils sont là, mais on n'a aucun lien avec eux et ça reste un métier quand même assez discret. On est là pour protéger les personnes et faire que finalement elles ne se rendent même pas compte en fait qu'on travaille et qu'on est là. S'ils ne s'en rendent pas compte, c'est qu'on fait bien notre travail. Ah, ok. 18h17. Ok. 93 6502. Ok. 93. 15,7. 2500. 2. Ouais. 3 moins 4. 200. Oui. Oui. 3, 4 8e. Ouais. « 1500. Ouais, ouais. 310. Yes. 07 320. Ok. Numéro 93. 50. 57. Ok, thanks. 001 230 128. 0. 7. 007.